Jean-Jacques Rousseau, des mœurs. 1. L'erreur de la plupart des moralistes fut toujours de prendre l'homme pour un être essentiellement raisonnable. L'homme n'est qu'un être sensible, qui consulte uniquement ses passions pour agir, et à qui la raison ne sert qu'à pallier les sottises qu'elles lui font faire. « 2. Quand on considère d'un œil de philosophe le jeu de toutes les parties de ce vaste univers, on s'aperçoit bientôt que la plus grande beauté de chacune des pièces qui le composent ne consiste pas en elle-même, et qu'elle n'a pas été formée pour demeurer seule et indépendante, mais pour concourir avec toutes les autres à la perfection de la machine entière. Il en est de même dans l'ordre moral. Les vices et les vertus de chaque homme ne sont pas relatifs à lui seul. Leur plus grand rapport est avec la société, et c'est ce qu'ils sont à l'égard de l'ordre en général qui constitue leur essence et leur caractère. 3. La nature sème toujours également, mais nous ne recueillons pas de même. 4. Premièrement, dans la constitution du bien et du mal, les choses ne sont point égales. Une action, pour être juste et bonne, doit être telle non seulement dans sa fin, mais encore selon toutes les relations qu'elle peut avoir. Au contraire, toute action vicieuse, à un seul égard, quelque louable qu'elle pût être d'ailleurs, devient mauvaise en soi, de sorte que toute chose égale, le mal doit nécessairement surpasser le bien à proportion de la multitude des objets auxquels la moralité de chaque action peut se rapporter. 5. Que si dans chaque action, on laisse à part les moyens pour ne considérer que la fin, on trouvera incomparablement plus de bonnes actions que de mauvaises. Toutes ont pour objet immédiat ou éloigné le bien-être de leur auteur, motif très bon et très innocent en soi, si l'on n'employait pas par des voies criminelles pour y parvenir. Plusieurs font le bien par pure vertu et sans autre objet que le bien même. Mais il est très difficile de croire que jamais homme ait fait le mal pour le seul plaisir de mal faire. D'où je conclus qu'il y a dans toute notre conduite plus d'aveuglement que de malice, et qu'un seul homme de bien honore plus l'humanité que tous les méchants ne la dégradent. Je ne me sens point avili par les crimes de Caligula, de Néron, ni d'Héliogabale, mais mon âme s'ennoblit et s'élève au récit des vertus d'Antonin. 6. La loi n'agit qu'en dehors, et ne règle que les actions. Les mœurs seules pénètrent intérieurement et dirigent les volontés. 7. Dans tout pays où les mœurs sont une partie intégrante de la constitution de l'État, les lois sont toujours plus tournées à maintenir les coutumes qu'à punir ou récompenser. Il suffit pour cela des engagements publics qui ne sont jamais méprisés des particuliers que dans les pays corrompus, où en effet, ils sont méprisables. 8. Aux siècles à venir, que vous ayez existé, si vous ne leur laissez ni système de philosophie, ni vers, ni comédie, ni statut, songez que si par malheur tous les peuples de la Grèce venaient à vous imiter, tant de belles choses qu'ils transmettent à la postérité seraient perdues pour jamais. Songez qu'il n'est permis de travailler pour la vertu qu'autant que la gloire. Hâtez-vous d'abandonner les lois qui ne sont bonnes qu'à vous rendre heureux. Ne songez qu'à faire beaucoup parler de vous quand vous ne serez plus, et n'oubliez jamais que si l'on ne célèbre les grands hommes, il serait inutile de l'être. 9. Le goût des lettres
naît de l'oisiveté et la nourrit, de sorte que la culture annonce chez un peuple un commencement de corruption, et l'achève très promptement. Outre l'oisiveté, les arts libéraux annoncent encore l'inégalité des fortunes, le goût des petites choses et l'introduction du luxe, trois sources dont les vices découlent à grands flots dans la société. Quant aux arts mécaniques, à force de prévenir toutes nos incommodités, ils énervent le corps et asservissent l'âme et produisent d'autres maux plus dangereux sur lesquels je ne me suis pas encore expliqué et dont j'aurai peut-être occasion de parler ailleurs. 10. Les premiers philosophes prêchèrent tous la vertu, et bien leur en prit, car ils se seraient fait lapider s'ils eussent parlé autrement. Mais quand les peuples commencèrent à être éclairés et à se croire aussi philosophes, ils s'accoutumèrent insensiblement aux propositions les plus singulières, et il n'y eut point de paradoxe si monstrueux que l'envie de se distinguer n'ait fait se soutenir. La vertu même et la divinité ont été mises en question, et comme il faut toujours penser autrement que le peuple, il n'a pas tenu aux philosophes de jeter du ridicule sur les choses de sa vénération. 11. Les grands, les riches, et cette brillante portion de la société qu'on appelle bonne compagnie, ont grand soin de se conduire en tout différemment des autres hommes. Il faut s'habiller autrement que le peuple, marcher, boire, manger autrement que le peuple, parler, penser, agir, vivre autrement que le peuple. Reste encore une chose très dégoûtante. C'est l'usage des 4 éléments qu'il faut avoir en commun. Ne pourrions-nous point trouver quelque manière polie de nous défaire de ces 9/10 de gens réunis, dont l'haleine ignoble corrompt l'air que nous respirons? 12. Et commençant leur carrière avec des forces si disproportionnées, leur différence augmentera encore de tout le chemin que l'un aura fait de plus que l'autre. 13. Ce grand ressort de l'opinion publique, si habilement mis en œuvre par les anciens législateurs, est absolument ignoré des gouvernements modernes. Car comme ils la bravent eux-mêmes, comment apprendraient-ils aux citoyens à la respecter? 14. S'ils se donnaient un peu moins de peine pour nous dire qu'il faut bien faire, et un peu plus pour bien faire eux-mêmes, croyez-vous que leurs exemples fussent moins utiles que leurs instructions? Pourquoi faut-il qu'ils perdent à nous avertir de notre devoir le temps qu'ils devraient employer à faire le leur? 15. L'histoire moderne n'est pas dépourvue de traits admirables, mais ce ne sont que des traits. J'y vois quelques grandes actions, mais je n'y vois plus de grands hommes. 16. Chaque État, chaque profession a son dictionnaire particulier pour exprimer en termes décents les vices qui leur sont propres. On ne dira pas d'un ministre qu'il vexe le peuple, mais qu'il trouve des expédients, ni d'un financier qu'il vole le prince, mais qu'il fait une bonne affaire. Un filou dira qu'il a gagné une bourse et une courtisane qu'elle s'est mise dans le monde. L'honnêteté n'est plus que dans les mots, et plus il y a de corruption dans les âmes, plus on affecte de choix et de pureté dans les discours. J'aimerais 100 fois mieux qu'un homme vienne me dire intrépidement qu'il en a trahi son bienfaiteur et son ami. 17. Un ministre qui invente des expédients, un traitant qui fait une bonne affaire, un filou qui gagne une bourse, font tous à peu près la même chose, mais chacun d'eux tâche d'en adoucir l'idée par des termes du métier. Qu'un impudent me déclare sans détour qu'il vient de faire une insigne friponnerie, je trouverai dans son discours un peu plus d'arrogance peut-être, mais à coup sûr beaucoup moins de lâcheté.
18. Mais quoi qu'on puisse faire, les vols et les brigandages changent de nature en changeant de rapport. Les petits déshonorent et font pendre et rouer ceux qui les commettent. Les grands sont sûrs de l'impunité et mènent enfin à la gloire. 19. Il y a des pays où le domaine public ne rend plus rien. Ce qui arrive lorsque le métier de voleur public est tellement anobli que tous les honnêtes gens de la nation l'exercent avec dignité et appellent fièrement leur droit ce qu'autrefois on eût appelé leur vol. 20. C'est une merveille comment, et avec cette belle maxime, il n'y a aucun mal à voler le prince, on parvient promptement à tranquilliser sa conscience sur toutes sortes de vols indifféremment. 21. La plupart des voleurs de grand chemin ont commencé par être contrebandiers, et les meurtres qu'ils ont commis pour conserver leur vie les ont bientôt conduits à assassiner les passants pour gagner leur bourse. 22. Ils sacrifient leur liberté à la conservation de leur vie, comme un voyageur cède sa bourse à un voleur, pour n'être pas égorgé. Est-ce donc à dire que la bourse soit bien acquise au voleur, et que le propriétaire n'ait pas le droit de la lui reprendre sitôt qu'il en a le pouvoir ? 23. Bêtise des supplices cruels au Japon, où la honte a tant de force. Voyez Mandelslo, page 424.